est l'une des figures des grandes gueules sur RMC. Il est étudiant en sciences politiques. Maxime Liédot publie Génération fracassée, plaidoyer pour une jeunesse libre. En clair, vous n'êtes pas content de tout ce qui arrive à cette jeunesse aujourd'hui, Maxime Liédot. Et vous avez envie de le dire, c'est quoi? C'est un coup de gueule? Oui, c'est un coup de gueule, c'est un essai. Alors, derrière le titre choc, je rassure, il y a quand même une pensée, une structure, des exemples qui me permettent de justifier le titre un peu violent, tout comme certains propos qui sont dedans. Mais l'idée, c'est vraiment d'alerter sur ce qui se passe dans sa jeunesse. Je parle pas, je suis pas porte-parole, je déteste les cases. Ouais. Il s'agit juste de dire, voilà, regardez ce qui se passe dans cette génération, essayons de la regarder. Il y a aussi d'autres dérives que j'essaie de dénoncer dans la seconde partie du livre. J'essaie juste de dire, d'essayer de convaincre les gens qui veulent acheter le livre, d'essayer de les convaincre qu'il y a un problème avec ces générations, d'abord à cause de la crise, et puis d'autres problèmes qu'on peut essayer de discuter. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que cette génération-là, elle a payé quoi pour les vieux? Mais bien sûr. On parle avec franchise, si on parle avec franchise, que vous employez, hein. Oui, parce que on dit les jeunes, je vois pas pourquoi on dirait pas les vieux. Je pense qu'il faut essayer de parler franchement, avec de la nuance dans les propos, mais franchement, évidemment, quand on a confiné au début, c'était pour éviter les rentrées en réanimation des plus de 80 ans qui étaient touchés par le Covid, et de façon totalement légitime. D'ailleurs, aujourd'hui, les premiers qu'on vaccine, alors qu'on nous avait dit partout que le virus bouge, que c'est comme ça qu'il se transmet, c'est comme ça qu'il va partout dans le pays, c'est comme ça qu'il y a des hausses de contamination, on vaccine en premier ceux qui bougent le moins. C'est pour ça que j'explique dans le livre que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas réfléchi d'abord à vacciner les actifs, ceux qui bougent partout, les travailleurs, pour essayer de cette façon de relancer l'économie. Parce que vous dites qu'il y a un pouvoir vieux, vous dites même les gâteux, vous dites les gâteux, c'est vrai. C'est les vieux qui veulent faire payer les jeunes. Je ne sais pas si c'est les vieux qui veulent payer les jeunes, mais j'ai l'impression quand même qu'on les préserve, sans doute parce qu'ils votent, et aussi parce qu'on est le pays dans l'Union européenne qui dépense le plus pour les retraites. Quand on a une augmentation du PIB pour les dépenses sociales, comme on dit aujourd'hui, l'augmentation du PIB, elle est liée en majorité à cause de l'augmentation des retraites. Et c'est ça que je dis, qu'on aime préserver les personnes âgées pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons, parce que c'est eux qui meurent du Covid et pas les jeunes. Exactement, mais exactement. Seulement, ça me fait rire quand même un peu le double langage, parce qu'aujourd'hui, quand même, la fin de vie n'est pas évidente pour les personnes. Il faut le dire, soit elles sont seules, soit les établissements, avec le nombre de soignants qui se réduit au fur et à mesure, les conditions dans lesquelles sont hébergés les jeunes, les personnes âgées, on n'a pas l'impression que ce soit une priorité du gouvernement. Et là, aujourd'hui, pour des raisons et de santé et à mon sens également politiques, on a mis le paquet au déprimant, à mon avis, de décisions médicales qui ont abrité des décisions sociales, psychologiques et désastreuses. Oui. Pourquoi on a dit c'est les jeunes qui se contaminent en faisant la fête, parce qu'ils sont un peu insouciants, et que on vous fait porter à vous, les jeunes, la responsabilité de ces personnes qui meurent dans les EHPAD. C'est vrai, ce qui m'amuse, j'essaie de l'expliquer dans le livre, c'est que quand on parle de cette situation et qu'on dit les vieux, tout de suite on fait mais ça va pas, vous dites les vieux, vous généralisez. En revanche, cet été, tous les médecins se sont accordés à dire ce sont les jeunes qui font la fête et qui contaminent, et c'est à cause d'eux qu'on va avoir une deuxième vague. J'ai entendu là aucun médecin prendre des pincettes ou essayer de parler avec nuance. Vous dites c'est pas vrai ça? Mais non, je dis c'est pas vrai, parce que par exemple, on n'a pas parlé des jeunes qui travaillaient cet été pendant la crise. Évidemment que ça en a mis beaucoup dans des situations de précarité, mais combien déjà avant étaient obligés de travailler pour payer ses études, pour essayer de payer un loyer dans les grandes villes, pour essayer tout simplement de survivre? Combien pendant l'été se sont déclarés volontaires en médecine, dans les internes, en internat, en externat? Combien étaient dans les caisses des supermarchés à l'époque où c'était pas encore des hôpitaux derrière des bâches? Et quand on dit les jeunes font la fête, mais soyons honnêtes, combien de jeunes sincèrement aujourd'hui peuvent se payer de faire la fête, le luxe, et de se payer des verres tous les soirs, sincèrement? C'est justement, Maxime Liédot, c'est parce que vous dites les jeunes ne font plus la fête, vous dites c'est une génération sacrifiée, même l'amour, vous dites qu'il y a plus les jeunes ne peuvent plus se rencontrer. C'est une situation terrible que vous décrivez, au bord du suicide. Bien sûr, mais il y a évidemment des nuances, il y a une hiérarchie, et au sein de ça, je trouve qu'on a un peu sous-estimé. Je ne dis pas qu'il y a à mettre en parallèle avec la santé, il faut arrêter de faire des oppositions en permanence. Je dis juste qu'il y a aussi quand même un vécu, des sentiments, des connaissances, des fougues qu'on doit avoir quand on a 20 ans, quand on est jeune, des remises de diplôme, c'est un souvenir qu'on garde à vie. Des 18 ans, c'est des souvenirs qu'on garde à vie. Des 20 ans, les premières rencontres amoureuses, les premières heures de colle, les premières échappatoires, les premières soirées de fac. Alors oui, certes, c'est dans un contexte d'épidémie, c'est grave, c'est pas le moment. J'essaie juste de dire que parce qu'il y a des moments qu'on loupe et qui sont pourtant précieux dans une vie de jeune, ça me semble important de les préserver. C'est pas forcément passer pour quelqu'un qui veut mettre les gens en réanimation de dire ça. C'est pas forcément être un égoïste que de dire que, en effet, il y a un âge où on aurait aimé ne pas être taxé d'égoïste ou de je ne sais quoi, parce qu'on se rassemblait de temps en temps dans un appartement pour refaire le monde. Oui, puis alors vous dites, au fond, qu'on vous a empêché de parler ou de dire ce que vous pensiez. Vous citez
par exemple, des lettres ouvertes de Bedos qui se fait enflammer et vous, vous prenez sa défense. Et en fait, on n'avait pas le droit de s'exprimer, de ne pas être d'accord. Mais je ne vous cache pas que j'étais surpris parce que tous les médecins sur les plateaux disaient ce virus, on ne le connaît pas. On parle avec énormément de prudence. Pourtant, dès qu'on essayait non pas de remettre en question, mais d'interroger des décisions, d'interroger des propos qui paraissaient très bruts, c'est-à-dire très brutaux, c'est-à-dire d'essayer de dire, écoutez, peut-être que le confinement, c'est un peu délicat, il y a quand même des gens derrière les chiffres, derrière l'économie, il y a des gens, il y a des travails, il y a des vies. Quand on essayait de dire ça, alors les médecins refusaient d'entendre un avis contraire parce qu'on n'était pas médecin et parce qu'on était jeune. Ils disaient, et vous vous rendez compte de ces propos, parce que pendant que vous dites ça, toutes les temps de minutes, toutes les temps d'heures, il y a des gens qui arrivent en réa. Moi, j'aimerais dire que le chantage à la réanimation ne permet pas le débat. Tout simplement, le chantage à la réanimation ne permet pas d'avoir des discussions. Le chantage à la réanimation ne permet pas d'essayer d'avoir des discussions saines. Ça ne fait pas une bonne démocratie d'essayer comme ça de rendre le débat absolument manichéen entre ceux qui essayent de parler de politique, de liberté, de jeunesse, d'économie, de social, et à côté la santé. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire, l'équilibre, c'est que vous ne dites pas que c'est évidemment, qu'il y a des gens qui meurent. On a vu les images, hein, c'était terrible, mais qu'il faut voir aussi ce qu'il y a à côté, ce que vous perdez. Vous êtes de ceux qui disent finalement le prix à payer n'en vaut pas la peine. Ah ben je le dis, je crois que vous receviez Edouard Baird il n'y a pas longtemps sur le bateau, il a parfaitement résumé. Je crois qu'on met entre parenthèses des moments de vie qui devraient être précieux, et au-delà de ces petites conséquences... Ça ne sert à rien oui, c'est peut-être un peu cher payé, d'arrêter de vivre pour pouvoir vivre plus longtemps. Je peux le rejoindre évidemment, puis il y a quand même, au-delà de ces petits moments précieux qui devraient être conservés, qu'on sous-estime à mon sens, il y a quand même des conséquences qui sont désastreuses. Le premier confinement, ça a détruit, selon l'OFCE, 620 000 emplois. Il y a en septembre 750 000 personnes, 550 000 jeunes diplômés qui vont arriver sur le marché du travail. Oui. Donc c'est vous qui allez avoir la facture à payer. Bien sûr. Et la génération d'après. La génération d'après. D'ailleurs, il y a même des politiques qui s'en cachent pas. Je pense à Christian Jacob qui a écrit une tribune dans l'Opinion qui dit de toute façon, la dette, je pense la rembourser sur une génération. Donc voilà, les propos sont clairs. Bruno Le Maire ne se prononce pas. Je ne sais toujours pas comment on va la rembourser, mais il veut la rembourser. Alors je prépare déjà le carnet de chèques. Alors d'autant, ce qui vous énerve encore plus, c'est que justement cette génération-là, vous dites, alors là, ils se sont gavés, la génération 68, et ils en ont bien profité. Ils nous laissent la dette, ils nous laissent le... Voilà. C'est-à-dire qu'il y a aussi des chiffres très simples. Je pourrais évidemment caricaturer. Il y a évidemment des gens qui ont travaillé très dur, qui méritent d'avoir leur maison et qui c'est honteux d'avoir une si petite retraite. Ça, c'est évident. En revanche, il y a aussi quand même beaucoup, notamment les gens qui sont sur les plateaux télé, qui étaient dans une époque, qui ont grandi dans une époque où le chômage en 1968, il était de à peine 200 000 personnes, il était de 2%. Aujourd'hui, il y a 7%, ça concerne des millions de personnes. La croissance, elle était de 4,7%. Aujourd'hui, elle frôle à peine, je crois, les 2%. Donc voilà, juste ces deux chiffres permettent de réaliser qu'en termes d'emploi, de facilité, de paye, d'économie, c'était quand même pas la même situation. Et en effet, il y a beaucoup aujourd'hui de gens qui font la morale, mine de rien, qui donnent les bons, les mauvais points aux décisions, qui ont quand même pu profiter de sa vie. Et je leur reproche pas, je dis juste que ça me semble un tout petit peu délicat quand on a eu une vie sans entrave d'essayer de priver les autres. C'est tout ce que j'essaie de dire, voilà. Mais vous obéissez quand même, les jeunes obéissent, les jeunes, etc., globalement. Oui, bien sûr, mais comme tous les Français, je vous rappelle quand même que quand on apprenait le confinement, il y avait des gens partout sur les plateaux qui disaient « Oh là là, les gens, mais pays de révolutionnaires, la France, héritage de la Révolution française ». Oui, bon, au final, ce qu'on voit, c'est que les Français se sont malheureusement habitués à voir des images de préfets dans les magasins et des policiers qui, un dimanche soir à 18h, donnent des amendes à des gens qui rentrent le soir. Si vous voulez, c'est quand même ça. Et d'ailleurs, j'écris, je pense, un peu sur ça, sur la liberté. Je trouve que ma génération, malheureusement, s'est habituée à vivre un peu dans une époque irrespirable. La liberté est relayée à un second rang. Je trouve que la liberté d'expression est un peu en péril quand même, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui devraient nous alerter, qu'à mon sens, ma génération ne prend pas assez de temps pour défendre et pour s'attarder, pour essayer de prendre le problème à bras-le-corps. Oui, mais vous avez tous ceux qui viennent à la télévision, là, les épidémiologistes, vous les adorez, hein? Ah oui, je les adore. Maxime Liédot, ils sont là, ils viennent par rafale, vous dire au gouvernement ce qu'il faut faire, et surtout en général, il faut enfermer les gens, quoi. Mais c'est ça. Mais une fois de plus, je suis pas médecin et je le sais. Pourquoi il vous énerve? Vous en citez certains d'ailleurs. Mais oui, mais il m'énerve tout simplement parce que j'ai l'impression que le Covid pour les médecins, c'est la crise de 2008 pour les économistes. C'est-à-dire que ça a été les premiers à dire que c'était quelque chose qu'ils ne contrôlaient pas, que parfois ils ne maîtrisaient pas d'un point de vue des connaissances, et ça a été les premiers, mais alors presque dans une arrogance folle. Alors je sais qu'on me qualifie d'arrogant, je ne comprends toujours pas pourquoi, mais bon, tant pis.
on s'y fait les reproches, mais avec une prétention folle qui était capable de se contredire entre le lundi et le vendredi, mais qui expliquait avec exactement la même hargne, la même pugnacité qu'il fallait enfermer les gens, alors que ce qui prédisait de pire le lundi n'était pas arrivé le vendredi. Et donc, en effet, ça m'étonnait qu'on leur accorde autant d'importance, alors que pourtant, il n'était pas une contradiction de près depuis le début de la crise, qui dure quand même depuis un an. Et ça me semble faire beaucoup de contradictions. C'est vrai qu'ils ont souvent prôné le confinement, quand aujourd'hui l'Institut Pasteur dit que pour éviter de se contaminer, il vaut mieux vivre dehors. C'est ça. Et puis je rajoute quand même que si on prend juste, pas les 1 an, les 2 derniers mois, ils nous ont quand même dit à Noël, ça va être une flambée épidémique, il faut confiner le pays. Janvier, on n'a rien eu, donc ils ont dit de toute façon, début février, ça va être un mois horrible, on va tous souffrir, il faut reconfiner, on n'a pas reconfiné. Fin février, ils disaient début mars, si on reconfine pas, le pays est foutu, on n'a toujours pas reconfiné. Et ces gens ne font pas de mea culpa. Et je dis pas que ces gens sont dangereux, je dis juste que derrière leurs propos qui sont repris, il y a des familles qui doivent s'organiser, il y a des gens qui travaillent, il y a des étudiants qui doivent aussi s'organiser pour leurs cours. Donc prenez un confinement et mettre le pays dans un état de stress général, ce n'est pas quelque chose qu'on fait par hasard, il y a quand même des conséquences derrière. Mais on vous dit, mais il n'y a pas assez de personnel, les hôpitaux sont pleins et les personnels sont au bord de l'épuisement. Voilà, on vous dit ça. Oui. Et qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que je ne suis pas au pouvoir. Oui, c'est ça. Voilà, j'aimerais qu'on souligne dans ce cas-là, vous devez les croiser plus que moi, il y a des ministres sur les plateaux, j'aimerais qu'on leur dise pourquoi on a eu plus de lits supprimés cette année que les autres années, parce que c'est un fait, il y a eu des enquêtes sur ça. Moi, j'aimerais qu'on comprenne pourquoi le ministre de l'économie, alors qu'en janvier, il disait que le vaccinodrome n'était pas une solution, aujourd'hui se pointe dans un grand gymnase avec des tentes qu'il n'ose même pas appeler vaccinodrome, mais qui ressemble quand même beaucoup à un vaccinodrome, en disant que finalement, ça c'est formidable. Si vous voulez, toutes ces incohérences-là me paraissent surprenantes quand on a un porte-parole qui dit « Moi, je comprends pas pourquoi les Sephora restent fermés et restent ouverts, qu'on peut s'y croiser, et que les musées sont ouverts, mais les musées fermés. Mais que les musées sont fermés. » Enfin, il est quand même porte-parole du gouvernement. C'est vrai qu'il dit c'est dur parfois. Il l'avoue d'ailleurs. Il l'avoue, mais je comprends que ce soit dur. Moi, une fois de plus, je vais pas essayer de donner des bons ou des mauvais points. J'essaie juste de distinguer une ligne qui est une ligne de la nuance. Et je trouve que malheureusement aujourd'hui, c'est triste à dire, mais tenir un propos un tout petit peu nuancé, je trouve que ça demande un peu de courage. Merci Maxime Liédot. Son coup de gueule, ça s'appelle Génération fracassée, publié chez Fayard, le plaidoyer pour une jeunesse libre. Merci en tous les cas d'être venu porter ces idées-là sur le plateau, où toutes les idées évidemment sont le bienvenu. Merci Maxime Liédot. Merci à vous.